Bonjour à tous, nous sommes mardi, il est 8h30 du matin. Vous le savez maintenant, tous les mardis et jeudis entre 8h30 et 9h30, le CJD se mobilise pour vous proposer des Facebook Live. L'idée, c'est de vous donner de l'information, d'analyser, de décortiquer les textes, de mutualiser des bonnes pratiques, d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Ce matin, nous allons parler d'un sujet dont nous avons déjà parlé dans notre premier Facebook Live il y a maintenant 10 jours déjà. C'est celui des aspects financiers, des aspects RH, des dispositifs RH et des dispositifs financiers que vous pouvez mobiliser pour continuer, pour poursuivre votre activité en ces temps difficiles, vous qui êtes dirigeant et qui donc êtes sans doute un peu en difficulté dans ce moment de confinement. Donc pendant 1 heure et demie, non pas 1 heure et demie, pendant 1 heure, on va parler d'activité partielle, on va parler de prêts bonifiés. On va essayer de décortiquer tous les textes parce qu'il y a eu de nouvelles ordonnances, des décrets qui sont sortis, qui précisent, qui commencent à préciser de façon assez sérieuse les dispositifs dont vous pouvez bénéficier. Je vous propose tout de suite de commencer en vous présentant nos invités ce matin. Pierre Minaudier, tu présides le CJD France. Où est-ce que tu te trouves pendant le confinement? Où est-ce que tu travailles et comment vont aujourd'hui les jeunes dirigeants du CJD? Bonjour Stéphane, bonjour à vous tous. Eh bien, écoute, moi je me trouve à Montpellier, enfin dans la banlieue proche de Montpellier, au nord de Montpellier, à Clapier, voilà, au sein de l'entreprise. Écoute, les dirigeants, en tout cas du CJD France, que je rencontre à peu près tous les 2-3 jours par vidéoconférence, commencent effectivement à prendre certaines marques. Donc, ils vont plutôt bien, même s'il y a des aspects, on dira, assez difficiles dans certaines entreprises. Merci Pierre. Mélanie Berger. Alors, il paraît qu'il y a beaucoup de lumière dans ton logement, même si ça ne se voit pas. Ouais. Euh, euh, alors, Mélanie Berger, donc tu es expert comptable, tu vas nous aider à décortiquer tous les aspects financiers. Oui. Où est-ce que tu te trouves pendant ce confinement? Eh bien, je me trouve chez moi, dans le Val d'Oise, dans le 95. Il paraît que tu as tu voulais nous montrer quelque chose tout à l'heure. Tu avais eu l'idée de nous mettre un masque pour commencer ton intervention. Est-ce que tu Ah, peux nous mais montrer ce que je tu peux avais? faire toute mon intervention comme ça, hein, aucun problème. Tous mes clients sont devant la caméra en plus, donc Ben voilà. voilà, nous avons donc Mélanie Trump en invité guest star ce matin au CJD. Anne-Sophie Rio, tu es avocate en droit du travail, associée chez Lennox Avocats. Où est-ce que tu te trouves pendant le confinement? Où est-ce que tu travailles, toi? Moi, je suis chez mes beaux-parents dans les Deux-Sèvres à Parthenay. Et confinée avec qui? Vous êtes nombreux dans cette maison? Nous sommes 6, parce que j'ai mes 2 enfants et mes beaux-parents. Bon, ben voilà, une petite PME familiale. Alors, je vous rappelle, vous pouvez poser des questions, on y répondra parce que c'est l'objectif de ces débats. Vous pouvez donc poser des questions dans les commentaires du site de la page Facebook du CJD. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aussi partager, vous pouvez liker. Donc, faites savoir que ce live existe et vous pouvez aussi le revoir en replay ou le faire voir en replay à d'autres dirigeants, aux gens que vous connaissez. Pierre Minaudier, un petit mot. On va commencer avec les aspects RH, droit du travail, des dispositifs qui ont été mis en place. Est-ce que les jeunes dirigeants aujourd'hui, est-ce que le CJD considère que les dispositifs sont en place? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a encore des trous dans la raquette? Qu'est-ce qui te remonte du terrain de la part des jeunes dirigeants? Bah, je dirais que la plupart des choses commencent à se clarifier. On est quand même 14 jours après le début du confinement, finalement. Donc, 2 semaines après les premières actions que les entrepreneurs ont mis en place. Certaines choses sont en train de se clarifier aussi. C'est ce qu'on va voir aussi d'ailleurs aujourd'hui avec Anne-Sophie. Et c'est pour ça qu'on fait ce live. Parce que depuis le début du confinement, comme vous le rappelez, il y a eu une série de mesures qui étaient au départ assez rapide, puis des choses qui ont précisé les mesures qui viennent dans les ordonnances que Anne-Sophie va nous préciser aujourd'hui. Je dirais que dans l'ensemble, en tout cas, c'est plus un ressenti. Aujourd'hui, on a moins d'appréhension. Par contre, le CJD a lancé une opération qui s'appelle le baromètre de l'emploi. On va sonder l'ensemble de nos dirigeants sur où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur aspect RH. Et breaking news, on aura le résultat d'ici 24 heures. Donc, sur l'ensemble des adhérents du mouvement, on a eu à peu près 500 réponses aujourd'hui. Donc, j'engage aussi les adhérents du CJD qui seront derrière leur petit écran aujourd'hui à remplir ce baromètre parce qu'il va nous aider justement à mieux cerner les difficultés et à remonter les difficultés s'il y en a.
Alors, en deuxième partie, Pierre, on va parler des aspects financiers, des aspects comptables. Est-ce que sur ce sujet-là, est-ce que les remontées du réseau sont bonnes ou est-ce qu'il y a encore plein de difficultés, plein d'inquiétudes sur l'aspect financier pour les entreprises de nos jeunes dirigeants? Des inquiétudes, il y en a. Maintenant, il y a aussi des bonnes nouvelles. Le système bancaire joue le jeu. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer alors, au sein de moi, de ma propre entreprise, dans des entreprises où moi j'ai investi en tant qu'investisseur et j'ai vu des prêts se débloquer, on va dire des changements de timing sur des prêts repoussés à 6 mois, entre 3 et 6 mois. Donc en fait, on voit quand même que le système bancaire réagit bien. Et de plus, on va voir aujourd'hui avec Mélanie, effectivement, la demande des prêts sur les nouvelles garanties là qu'on va pouvoir exercer. Et donc, Mélanie va nous préciser tout ça, mais effectivement, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Par contre, j'ai été sensibilisé par le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, sur les problématiques de paiement entre clients et fournisseurs, parce que sur l'aspect financier, ça joue aussi beaucoup. Et donc, Pierre Pelouzet nous demande aussi de remonter les problématiques, si vous en avez, entre clients et fournisseurs. Le médiateur est là pour résoudre ces problématiques, surtout en temps de crise, et plutôt sur un règlement amiable, c'est-à-dire d'essayer de trouver des solutions à l'amiable entre les clients et les fournisseurs, parce qu'il y a de nombreuses problématiques, bien sûr, autour de ça. Quand est-ce que les organisations patronales, et dont le CJD, quand est-ce qu'elles se réunissent la prochaine fois? Enfin, quand est-ce que sont tes prochains contacts, rendez-vous avec les pouvoirs publics et avec les autres partenaires sociaux? Alors, le prochain rendez-vous sera jeudi matin à 10 heures. Donc, on va faire un point effectivement avec l'ensemble des organisations patronales pour parler des problématiques terrain. Donc, c'est ce que j'ai demandé d'ailleurs aux adhérents du CJD de remonter les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer spécifiques par rapport aux ordonnances ou par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui. S'il y a encore des problématiques, de nous les remonter pour qu'on puisse faire effectivement un peu de plaidoyer auprès du gouvernement et des institutions. Merci Pierre. Alors Anne-Sophie, on va rentrer tout de suite dans le très vif du sujet en parlant des aspects RH, donc de ces ordonnances, de ces décrets, de tous ces textes qui n'arrêtent pas de sortir en la matière. On va d'abord parler d'activité partielle parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les dirigeants, hein. Actuellement, 220 000, alors plus de 220 000 entreprises qui ont demandé à en bénéficier, plus de 2 millions, 2,2 millions de salariés qui sont actuellement couverts, donc c'est un dispositif qui est massif. Anne-Sophie, cette activité partielle, est-ce qu'elle est bien pour tous les salariés, les ouvriers, les employés, les cadres, quand on est cadre sans horaire de travail, avec plutôt des journées travaillées? Est-ce qu'on y a droit? Comment ça marche? Alors oui, le dispositif d'activité partielle, il est éligible pour toute personne qui est bien salariée. Par exemple, pour un assimilé salarié, parce qu'un président de SAS est un assimilé salarié, donc lui, normalement, n'est pas éligible. En revanche, à partir du moment où vous avez un contrat de travail et que vous êtes salarié, vous êtes éligible au dispositif d'activité partielle. Il y a une possibilité désormais aussi, ça fait partie des derniers décrets et ordonnances qui ont été prises, que ce dispositif s'applique au forfait jour, alors qu'avant, il fallait qu'il y ait une fermeture totale de l'entreprise. Désormais, en fait, si vous appliquez seulement 30% du temps de travail en chômage partiel, eh bien, cela sera effectué à due proportion aussi pour les salariés qui sont en forfait jour. C'est une des nouveautés. Quelle est la prise en charge? Jusqu'où est-ce que l'État va aider les entreprises? À partir de quand ça me coûte? Ou est-ce qu'on peut considérer que ça coûte à peu près rien à l'entreprise d'avoir des salariés en activité partielle? Alors là, c'est pareil, c'est une des nouveautés dont ça avait été évoqué à de nombreuses reprises et puis ça y est, ça a été acté par un décret. Désormais, vous pouvez effectivement mettre vos salariés au chômage partiel et vous serez indemnisé en tant qu'employeur de la totalité de ce que vous leur versez, dans la mesure où vous leur versez bien 70% de leur brut ou 84% de leur net, et dans la mesure où leur salaire n'est pas supérieur à 4,5 SMIC, ce qui fait à peu près 5 485 €. OK. Et alors, il y a eu des questions, je sais que dans ta pratique, se sont posées plein de questions sur la connexion entre l'activité partielle et les salariés qui seraient en arrêt de travail. Alors, soit en arrêt de travail parce qu'ils sont tombés malades du Covid-19, soit en arrêt de travail parce qu'ils gardent un enfant de moins de 16 ans à leur domicile. Donc, le dispositif initial pour les parents de jeunes enfants. Qu'est-ce qui se passe quand on était ou quand on tombe en arrêt maladie ou en arrêt de travail et qu'à côté de ça, l'entreprise a mis en place l'activité partielle? Est-ce qu'on a des régimes différents ou est-ce qu'on uniformise pour que tout le monde soit traité à la même enseigne?
Alors, si vous tombez, alors effectivement, si votre employeur vous a mis en chômage partiel et que vous tombez malade, il faut effectivement le déclarer à votre employeur qui va faire une nouvelle déclaration. Et normalement, il faudrait que l'employeur vous maintienne vos droits à hauteur de 100% si votre convention collective prévoit qu'il y a un maintien de salaire en cas d'arrêt maladie. Mais ça va créer une discrimination entre les salariés. Donc, il est prévu, enfin, c'est la jurisprudence, et là, c'est une interprétation de la jurisprudence ancienne qui indique que l'employeur devra indemniser le salarié en arrêt maladie à hauteur de 70%, enfin, que le salaire qui lui sera versé, ce ne soit pas plus que 70% de son brut ou 84% de son net, pour pas qu'il y ait une inégalité de traitement entre les salariés qui sont au chômage partiel et ceux qui sont en arrêt maladie. Autre précision, quand je suis en activité partielle, est-ce que je peux arrêter seulement partiellement mon activité? Est-ce qu'il faut que je l'arrête totalement? Est-ce que je peux faire travailler un peu mes salariés et les mettre en activité partielle le reste du temps? Alors, il y a deux points, je dirais, sur cette question. C'est est-ce qu'effectivement la société elle doit être fermée totalement pour pouvoir bénéficier du chômage partiel? La réponse, elle est négative. Il faut juste, en fait, évaluer vos besoins, mais c'est ça qui est parfois difficile parce que quand on fait sa demande d'activité partielle sur le site, eh bien, il faut normalement faire une demande précise, par exemple 50% du temps de travail ou bien 100% du temps de travail, fermeture totale. Donc, c'est à partir de là où c'est parfois compliqué pour l'employeur d'évaluer. Et après, la question va aussi concerner est-ce que je dois mettre tous mes salariés ou pas en activité partielle? Le principe, c'est que normalement, tous les salariés d'une même entreprise doivent être concernés. Après, il est possible, et ça a été rappelé là aussi dans différentes circulaires, on peut mettre en place l'activité partielle pour certaines équipes, certains ateliers, certaines business units. En fait, si certains salariés sont concernés par un seul projet d'un client, par exemple, qui arrête de confier la mission à l'entreprise, vous pouvez placer ces seuls salariés-là en activité partielle. Mais il faudra justifier pourquoi et vraiment garder bien tous les documents en votre possession qui permettent de justifier votre demande d'activité partielle. Ça veut dire qu'on ne peut pas complètement individualiser. Si j'ai 25 salariés, je ne peux pas avoir 25 dispositifs d'activité partielle différents parce que l'un a besoin de travailler à mi-temps, l'autre 3 heures par jour, l'autre une semaine sur 2. Je ne peux pas complètement individualiser l'activité partielle. Alors ça, surtout pas, il ne faut pas, parce que ce serait considéré comme une discrimination en droit du travail. À moins d'avoir 25 projets totalement différents et de considérer qu'il y a 25 équipes que constitue la société, mais ça m'étonnerait quand même pas mal. Donc vraiment, il faut veiller à ce qu'il y ait une égalité entre les membres d'une même équipe et idéalement entre les membres d'une même société. Est-ce que parmi tes clients aujourd'hui, certains se sont vus refuser l'activité partielle ou est-ce que le droit, l'autorisation préalable est automatique et accordé à tous les entrepreneurs? Alors, dans mes clients, je n'ai pas eu de refus à ce jour. Il y en a certains qui sont encore en attente, hein, parce qu'ils ont mis pas mal de temps à avoir leur code d'activation et d'habilitation. J'en ai pour qui il y a eu des réponses tout à fait positives. J'ai entendu, mais là, ce n'est pas un client direct, un refus pour une société de montage vidéo, ce qui est assez étonnant, parce que pas de montage, de tournage vidéo, donc ce qui est quand même assez étonnant compte tenu du fait que le tournage doit se faire normalement à l'extérieur. Voilà, mais c'est le seul refus que j'ai pu entendre à ce stade. Alors, je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser sur l'activité partielle, des questions techniques, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire parce qu'Anne-Sophie peut répondre en direct. On a en back-office des gens du CJD qui sympathiquement réécrivent les questions pour qu'on puisse les avoir quasiment en direct, donc on peut y répondre. Pierre, sur cette question, Pierre Minaudier, sur cette question du refus ou pas par l'administration, est-ce que tu as des remontées de terrain disant qu'il y a parfois des difficultés pour faire accepter cette activité partielle? Alors moi, j'ai eu des retours, notamment sur la branche du service à la personne, où c'était pas si simple que ça, parce que notamment dans le service à la personne, vu que c'est des salariés qui vont au domicile chez des particuliers, ça semblait assez évident que dans la période de confinement, on ne pouvait pas aller finalement travailler dans le domicile d'une personne confinée. Et le retour a priori de l'administration est plutôt de dire il faut prouver que pour chaque client, il y ait bien un refus d'activité, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas opérer, enfin, fournir le service chez lui.
ce qui me paraît assez inconcevable, mais j'aimerais bien ton avis là-dessus, Anne-Sophie, parce que c'est dans mon terrain que j'ai. Alors, Anne-Sophie, sur cette question du service à la personne, est-ce que ça te paraît logique, normal qu'on puisse être en difficulté pour faire mobiliser cette activité partielle pour le service à la personne? Alors non, je suis assez étonnée. Donc effectivement, dans ces cas-là, il faut faire un recours, évidemment administratif, contre la décision de l'administration. Et après, en revanche, c'est peut-être une question de motivation. Il y a peut-être certaines sociétés qui vont avoir tendance, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus déposer l'extranet en fait de l'activité partielle, est complètement saturé. On ne peut plus faire de demande et votre motivation, elle doit tenir seulement en 2000 caractères, ce qui est quand même pas beaucoup. Donc, je pense que c'est peut-être là où il y a un problème de motivation et d'indication précise des conditions du recours à l'activité partielle. Et donc, je pense que c'est peut-être sur ce volet-là où il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner ou en tout cas vraiment motiver le plus possible votre décision d'avoir recours au chômage partiel en mettant des chiffres, des montants de perte de chiffre d'affaires. Voilà. Mélanie, tu voulais ajouter quelque chose sur cette question du refus ou pas de Oui, l'activité partielle par absolument. l'administration? Et notamment sur les sociétés de services à la personne, nous, on a rencontré ça chez plusieurs de nos clients où on leur a demandé de sortir les mails faisant état d'un refus du client, d'intervenir, etc. Et donc, on leur a bien on leur a bien expliqué qu'il était fondamental de conserver toutes ces pièces-là, d'en avoir un maximum pour pouvoir, en effet, comme dit Anne-Sophie, aussi chiffrer les choses et bien prouver la bonne foi. Parce qu'il ne faut pas oublier que à la sortie de cette crise, il est fort à parier qu'il y ait de très nombreux contrôles et que notamment sur le chômage partiel, mais également sur tout le reste, il faudra être en capacité de prouver qu'on y avait bien droit. Anne-Sophie, sur ce plan-là, d'habitude, l'activité partielle, c'est plutôt un dispositif pour lequel on demande une autorisation préalable avec un contrôle a priori de l'administration. Là, on est plutôt sur de l'a posteriori. On va aller regarder, on regardera après ce qui s'est passé. Il y a donc un vrai risque de quoi? De remboursement des sommes, un risque, je sais pas, un risque pénal derrière. Il y a un risque pour l'entreprise qui ferait travailler des salariés alors qu'il les met en activité partielle ou qui aurait bénéficié du dispositif de façon un peu abusive? Alors oui, clairement, là-dessus, il faut vraiment être vigilant. Si vous décidez de mettre vos salariés en activité partielle, ils doivent être en activité partielle, pas en arrêt maladie, ou bien vous ne pouvez pas leur dire: «Allez, viens, dans l'entreprise» ou «Si tu peux me faire un peu de télétravail en même temps, ce serait idéal». Ça, clairement, s'il y a une preuve, qui est obtenue par l'administration que vous n'avez pas respecté le fait que le contrat soit suspendu, parce que le contrat de travail est vraiment suspendu pendant cette période d'activité partielle, donc le salarié ne peut plus être mis à disposition de l'employeur. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez encourir, déjà, l'État vous demandera de rembourser, ça c'est évident. Vous ne pourrez pas bénéficier d'une nouvelle mesure d'activité partielle dans les 5 ans à venir. Et en plus, vous pouvez encourir différentes sanctions pénales pour travail illégal. Et donc, ça peut aller jusqu'à 30 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement quand même. Donc, c'est pas neutre. Donc il faut plutôt jouer le jeu et utiliser ces dispositifs à bon escient. Qu'est-ce que doit faire le CSE, les élus du personnel là-dedans? Parce qu'ils ont quand même un rôle un peu de contrôle, là aussi, pour vérifier que l'activité partielle est utilisée à bon escient et on pourrait imaginer que, en cas d'abus, le CSE, les élus du personnel fassent un peu de whistleblowing, vis-à-vis de l'administration, donc soient un peu des lanceurs d'alerte pour dire: «Il y a eu un problème dans mon entreprise». Et oui, exactement, ils peuvent utiliser leur droit d'alerte s'ils estiment que l'employeur est un petit peu optimiser l'utilisation de l'activité partielle. Et donc, ils peuvent faire une dénonciation, en tout cas une saisine de l'inspection du travail sur ce point-là. Donc, il faut être très vigilant. Alors, on va passer très vite. Il y a des premières questions et merci à vous qui nous regardez de poser des questions. Je vais prendre la dernière question qui vient d'arriver. On reviendra sur celle d'après parce que toutes ces questions nous intéressent. La dernière qui vient de nous arriver vient de Damien qui nous dit: en hiver, en tant que président salarié d'une SOS, d'une SAS, pas d'une SOS, d'une SAS bar-restaurant, est-ce que je peux prétendre au chômage partiel moi-même? Anne-Sophie. Alors, la réponse de principe, ce serait de dire malheureusement non. Et c'est vrai que c'est une découverte pour pas mal de dirigeants d'entreprise. Je m'en suis rendu compte dans ma section. En revanche, les seules conditions pour pouvoir en bénéficier, c'est si vous avez un contrat de travail distinct de vos fonctions de président. Ça veut dire que, je ne sais pas, vous êtes en même temps
directeur de la logistique, mais que vous avez un vrai contrat de travail et que c'est bien marqué sur votre bulletin de salaire que vous êtes rémunéré distinctement pour cette fonction de directeur de la logistique. Et à côté de ça, en plus, il faut pas que vous ayez, il faut que vous ayez un lien de subordination avec l'entreprise. Donc, autant dire que si vous détenez 95 ou 100% de l'entreprise, comme c'est quand même souvent le cas dans les plus petites entreprises, l'État considérera qu'il n'y a pas de lien de subordination, vous faites ce que vous voulez dans l'entreprise et donc vous ne serez pas indemnisé. Et ça s'explique parce qu'en fait, la plupart des gens ne savent pas pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous êtes assimilé salarié en tant que président de SAS, vous ne cotisez pas à Pôle emploi. C'est ce qui explique le fait que vous ne puissiez pas être indemnisé par l'État et l'UNEDIC au titre de l'activité partielle. L'UNEDIC prenant en charge un tiers des dépenses et l'État 2 tiers. Donc, effectivement, il y a une part prise en charge sur les fonds de l'UNEDIC. Une question, alors on voulait justement parler après l'activité partielle de la question qui devient un peu prégnante en cette veille des vacances de Pâques qui vont bientôt commencer dans la… On ne sait même plus si on peut parler de vacances quand on est confiné, mais elles allaient bientôt commencer à la fin de la semaine pour les Parisiens et puis après elles allaient s'étaler encore pour tous les autres. Donc une question d'Akram Ben Yaya. Benaya, il est dans votre section. Alors Anne-Sophie, tu le connais. Tu la connais? Je le connais. Je le connais. Pardon Akram. Voilà. Donc Akram Ben Yaya, est-ce qu'il faut mettre en place des congés payés avant le chômage? Alors, ce n'est pas une obligation, c'est une forte recommandation parce que quand vous remplissez votre demande d'activité partielle, il y a un onglet où c'est marqué qu'est-ce que vous avez fait dans votre entreprise avant de mettre en place de l'activité partielle. Donc, notamment les congés payés qui peuvent être imposés dans certaines conditions. Je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais si vous avez la possibilité de le faire, je vous invite effectivement à le faire si c'est possible. Alors, question qui un peu sur le même registre. Sandrine Roland. Bonjour à tous. Je solde les congés 2019 et les heures de récup. Actuellement, c'est normal. On arrive un peu à la fin de l'année pour ça. Les salariés ne sont donc pas tous égaux vis-à-vis du chômage partiel. Quel risque pour l'entreprise? Alors pour l'entreprise, j'en vois pas en fait. À partir du moment où vous utilisez le moins possible le dispositif d'activité partielle en soldant les congés payés, on ne peut pas vous le reprocher, bien au contraire. Et après, je vois pas, on ne peut pas vous reprocher non plus un salarié, on ne peut pas considérer qu'il y a une réelle inégalité de traitement parce qu'en fait, la prise de congé fait partie du dispositif et des moyens qui doivent être mis en place avant ou pendant le chômage partiel. Donc, ça veut dire aussi, sur ce point-là, que quand vous êtes en activité partielle, mais que le salarié avait posé des congés à l'avance, il faut que vous fassiez une demande d'activité partielle, par exemple, du 1er au 15 avril. Et s'il avait posé des vacances du 15 au 30 avril, il faut bien qu'il soit payé en totalité par l'entreprise pour la période du 15 au 30 avril et donc à 100% de son brut. Alors justement, puisqu'on est sur cette question des congés payés, c'est une question qui intéresse beaucoup de gens. Est-ce que je peux imposer dans la période à venir, justement, j'ai des salariés qui n'ont pas pris tous leurs congés, est-ce que je peux leur imposer de prendre des congés pour justement minimiser cette activité partielle et surtout vider les compteurs avant une période de relance qu'on peut espérer la plus proche possible maintenant? Alors là, il y a un décret qui est venu préciser les choses effectivement la semaine dernière. Il y a 2 types de congés, je dirais même 3 types. Il y a les congés qui sont sur éventuellement le compte épargne-temps, mais ça, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui en ont. Donc ceux-là, l'employeur peut imposer leur prise et la date de leur prise de congé aux salariés. C'est la même chose pour les RTT et pour les jours des salariés qui sont mis au forfait jour, les jours de récupération aussi du temps de travail. C'est la même chose. Ceux-là peuvent être imposés par l'employeur sans aucune… il faut juste respecter un jour franc pour les imposer. C'est tout ce qu'impose le décret. En revanche, pour les congés payés classiques, c'est pas, au départ, ça avait été envisagé que l'employeur pourrait en imposer 6. C'est bien le cas, seulement si vous mettez en place un accord d'entreprise. Donc, il faut respecter toute la procédure de mise en place d'un accord d'entreprise. Ou bien si votre branche prend une disposition en ce sens. Votre branche, c'est votre convention collective. Et à ce jour, il y en a très peu ou pas, je dirais, à ma connaissance, mais c'est très, très frais, qui ont pris des dispositions en ce sens. Et dans ce cas-là, ils pourront imposer un maximum de 6 jours ouvrables, donc c'est-à-dire à peu près une semaine de congés payés.
Est-ce que je peux annuler dès maintenant des congés payés qui sont programmés, que j'ai acceptés? Est-ce que je peux dire à un salarié, bah, tu avais prévu de prendre tes congés cet été à tel moment, mais en fait, ça va pas être possible parce que cet été, il va falloir qu'on bosse comme des dingues. Et donc, j'annule tes congés, tes 15 premiers jours du mois d'août ou tes 3 dernières semaines de juin. Est-ce que je peux annuler ces congés? Non, ça, c'est pas possible non plus. La seule possibilité, c'est de décaler et d'imposer une date si le salarié a posé des congés il y a, dans un mois, par exemple. Là, on est le 30 mars, jusqu'au 30 avril, en fait, si le salarié a posé des congés, on peut décider, là, l'employeur a le droit de dire non, ta semaine du 15 au 30 avril, finalement, ce sera du 1er au 15 avril où tu seras en congé payé pendant cette période de confinement. Ok, alors on va revenir un tout petit peu en arrière parce qu'on a une question sur l'activité partielle de Guillaume Leduc qui nous demande si un salarié est en chômage partiel, son taux de chômage partiel est-il permanent ou peut-on le moduler semaine par semaine en fonction de l'activité? Donc si je suis à 30% de chômage partiel, est-ce que c'est 30% toutes les semaines ou est-ce que ça peut être 100% une semaine et puis beaucoup moins la semaine d'après pour faire 30% en moyenne? Non, c'est là où c'est compliqué, où c'est qu'à partir du moment où vous faites votre demande, il faut vraiment prévoir, le temps dont vous aurez besoin d'activité partielle pour vos salariés, le temps dont vous aurez besoin où ils vont travailler. Parce que vous pouvez faire une seule demande à l'origine. Après, les choses vont sûrement évoluer parce que voilà, comme, indique Guillaume, il y a des nécessités de modulation. Il faut espérer que quand même, voilà, les gens s'adaptent et reprennent une activité, et donc les entreprises repartent un peu plus. Et donc, la modulation, il faudra sans doute faire une nouvelle demande. Mais en l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Pierre, sur cette question de la modulation, enfin de la nécessité de savoir à l'avance quels salariés sont concernés et avec quel taux d'activité partielle, est-ce que c'est une vraie difficulté pour les dirigeants que d'être capable à l'avance d'anticiper des besoins, sachant que la longueur de la crise et de son intensité, on ne la connaît pas quand on fait sa demande? Moi, je ne suis pas dirigeant, mais j'imagine que ça doit être assez compliqué de savoir à l'avance de Bah, quoi comme, j'ai besoin en matière d'activité partielle et pour qui. ouais, comme l'a dit Anne-Sophie, je pense qu'effectivement, c'est un point assez difficile. Et je pense que c'est d'ailleurs un des points que nous, on remontera auprès du gouvernement. Je pense notamment à la gestion, parce que le dirigeant, il a géré le court terme, c'est-à-dire la crise en elle-même, la fermeture, la réouverture, et donc la modulation vraiment court terme. Il y a aussi des dirigeants qui ont pris des décisions de déjà pivoter leur stratégie. Je pense notamment à Catherine, qui était sur un des lives du CJD, qui a mis une partie de son activité de fabrication de chapeaux finalement en fabrication de masques. Et donc, on a quand même beaucoup je pense notamment à l'industrie du textile qui est en train de pivoter pour construire des masques. Et toutes ces modulations finalement de stratégie d'entreprise, même si au départ on avait pensé à arrêter ou faire du chômage partiel, peut-être qu'il y a de la reprise d'activité ou partiellement de la reprise d'activité avec besoin de flexibilité. Et là, je pense qu'effectivement, il faut faire preuve de souplesse. En tout cas, à mon sens, c'est là qu'on doit faire preuve d'agilité au niveau des ordonnances. Et c'est vrai que les systèmes, on va dire, actuels, anciens du chômage partiel, et malgré les nouvelles ordonnances, ne donnent pas une flexibilité complète pour cette période vraiment tendue. Donc, à mon sens, il y a encore des progrès à faire sur notamment la modulation du chômage partiel, surtout sur le court, on va dire sur les 2-3 prochains mois. Là, il va y avoir quand même beaucoup de choses à ajuster pour les dirigeants. Et je voudrais juste rajouter aussi un point, c'est-à-dire que si vous faites une demande sur le site d'activité partielle, si par exemple vous avez deux équipes qui sont concernées et il y en a une qui est concernée seulement pour 30% du temps de travail et l'autre pour 50%, soyez pas étonnés, vous ne pouvez pas rentrer des demandes différentes. Donc, ce qui a été trouvé par les experts comptables et je pense les avocats, la seule option envisageable, c'est de faire deux demandes distinctes pour vos équipes. En fait, il faut faire une demande par équipe. Même si vous avez 3 équipes avec 3 demandes d'activité partielle avec des temps de travail différents, il faut faire 3 demandes, mais il faut attendre avant de faire une nouvelle demande à chaque fois que la première soit autorisée. Donc, soyez pas étonnés, c'est normal. Alors, j'ai une question de Guillaume. Pardon. Anne-Sophie. Guillaume Charmasson qui nous demande: j'ai fait ma demande sur le site, donc ma demande d'activité partielle sur le site avec un certain nombre d'heures. Si j'ai une acceptation, quelle est la démarche suivante? Je pourrais consommer seulement les heures dont j'ai vraiment besoin.
ben, c'est ce que disait Pierre, c'est là où il y a une difficulté, c'est que normalement, vous devez consommer ce que vous avez demandé. Donc, il faut mettre vos salariés en activité partielle à hauteur de ce qui vous a été octroyé. Et c'est là où je pense les choses vont évoluer, mais en l'état actuel des choses, non, il faut consommer les heures que vous avez demandées, il ne peut pas y avoir de modulation. Alors, je voudrais qu'on évoque un dernier aspect qui n'est pas de l'activité partielle, mais qui est un petit peu en lien quand même, c'est celui des arrêts de travail pour des gens, des salariés qui s'occuperaient de leur enfant de moins de 16 ans, qui n'a pas école, qui n'a pas crèche depuis quoi, le 12 mars, 13, 14, 15 mars, quelque chose comme ça, 15, 16 mars. Cet arrêt de travail, il était d'une durée de 20 jours. On va arriver à la fin de ces 20 jours. Anne-Sophie, qu'est-ce qui va se passer à la fin de ces 20 jours? Est-ce qu'il va falloir refaire des demandes, des déclarations pour l'ensemble des salariés qui continueraient à devoir s'occuper de leurs enfants confinés? Est-ce que, à l'inverse, on sera plutôt sur une espèce de prolongation automatique, sauf demande explicite d'arrêt? Alors au départ, c'était 14 jours qui a été prolongé à 20 jours. C'est bien indiqué sur le site d'Amélie que ce sera évidemment une période renouvelable en cas de prolongation du confinement. Et donc là, je pense qu'il faut il faut que le salarié fasse une nouvelle demande auprès de son employeur qui lui-même va répercuter la demande sur Déclare Amélie et faire une demande de prolongation. Et alors, si j'ai passé mes salariés en activité partielle entre les deux, je fais une demande ou je Alors, considère que l'activité partielle. si votre salarié était déjà en arrêt maladie, il ne pouvait pas bénéficier du chômage partiel. C'est vraiment alternatif, hein, ce n'est pas cumulatif. Donc, celui-ci ce sera complètement neutre. En revanche, si c'est un salarié qui vous fait une demande alors qu'il a été mis en activité partielle, on en revient à ce qu'on s'est dit il y a quelques minutes, à savoir qu'il sera en arrêt maladie et puis vous lui maintiendrez son salaire, la différence entre les indemnités journalières de sécurité sociale et son salaire, seulement à hauteur de 70% de son brut ou 84% de son net. Et donc, il va bien falloir communiquer là-dessus parce que tout au départ, on avait dit que les salariés qui seraient en arrêt de travail dans ce cadre-là bénéficieraient quasiment de 90 à 100% de leur rémunération antérieure. Et donc, avec l'activité partielle, cette rémunération, elle va plutôt avoir tendance à baisser, alors même qu'on avait plutôt dit le contraire au départ. Oui, et c'est pour ça que si vous avez un CSE, il faut vraiment les tenir informés le plus possible, les consulter assez régulièrement en visioconférence idéalement. Si vous pouvez et si vous avez besoin, vous pouvez également les réunir, hein. C'est prévu par les textes que si vous respectez bien les mesures barrières et les mesures de distanciation, vous pouvez les réunir et les faire venir dans l'entreprise pour des réunions spécifiques du CSE sur ces points-là. Mais il faut communiquer le plus possible, vraiment être transparent le plus possible avec vos salariés et bien leur indiquer que l'état du droit, malheureusement, il change quasi quotidiennement en droit du travail, vraiment, et qu'il y a encore plein de décrets, notamment par exemple pour les cadres au forfait jour et pour qu'ils puissent bénéficier de l'activité partielle. Le décret n'est pas encore sorti. On sait que ça va sortir là dans les prochains jours, mais à ce stade, on sait que c'est autorisé, mais précisément, on ne sait pas comment. Eh ben, ça nous permettra de faire un troisième live sur les aspects financiers, les aspects RH de la crise. Pierre Minaudier, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais une confirmation, Anne-Sophie. En fait, j'ai vu dans un des décrets que, notamment au niveau des assemblées générales, etc., on pouvait maintenant les faire à distance. En tout cas, ça s'était assoupli au niveau des textes. Est-ce que c'est la même chose pour effectivement les réunions de CSE, on va dire de l'ensemble des comités d'entreprise? Est-ce que ce sont des dispositifs qui ont été élargis à l'ensemble finalement des réunions un peu institutionnelles de l'entreprise? Oui, avant, effectivement, notamment pour le CSE, c'était limité à 3 par an pour les visioconférences. Aujourd'hui, compte tenu du contexte actuel, ça a été complètement. C'est plus limité à 3, mais seulement pour cette période de confinement. Et donc, il y a aussi pas mal de préconisations détaillées sur le site du ministère du Travail pour la tenue en visioconférence avec des préconisations de logiciels, etc. En fait, ce qui est important en cas de négociation collective et donc de discussion avec le CSE, c'est que tous les membres du CSE puissent avoir la parole. Donc, avec des outils comme celui qu'on utilise ce matin, comme Zoom par exemple, vous pouvez tout à fait chacun peut avoir la parole, chacun son tour. Donc, les obligations
de respect des droits des membres du CSE sont complètement respectés. Donc la visioconférence peut être tout à fait tolérée, en tout cas acceptée. Et on va signer électroniquement une feuille de présence, un PV. On va faire un PV de la même façon et on va signer électroniquement sa présence à cette réunion. Exactement. Alors ça, c'est pareil, c'est prévu, si vous voulez vraiment des informations très détaillées sur le site du ministère du Travail, il y a tout un paragraphe pour savoir comment faire et on vous recommande certains logiciels type DocuSign où vous pouvez signer de manière électronique, ce qui existait déjà auparavant, hein, pour notamment des assemblées générales par exemple. Vous pouvez avoir recours au même document certifié par une signature électronique, mais là, il faut passer quand même par un site spécifique. Alors sur l'activité partielle, d'ailleurs, il y a des questions-réponses du ministère du Travail qui sont assez bien faits. Il y a des documents sur les ordonnances qui existent, qui sont assez faciles d'accès. Je crois qu'on va essayer de vous les mettre en commentaire, en lien dans les commentaires du Facebook Live, donc n'hésitez pas à aller les regarder. On a des internautes qui sont réactifs et qui nous écoutent de façon très attentionnée. Par exemple, Charlie Lilo-Voulot, qui nous pose une question sur le CSE. Que faire si les représentants du CSE sont eux-mêmes en arrêt maladie? Voilà un sujet intéressant. Et oui, eh bien, à partir du moment où ils sont en arrêt maladie, l'employeur n'a pas la possibilité normalement de les consulter, puisqu'on ne peut pas embêter un salarié en arrêt maladie. Donc, il faut attendre qu'il revienne d'arrêt maladie. Et quand il est en activité partielle, on peut l'embêter, son élu de CSE en activité partielle, ou c'est considéré comme des heures de travail, et donc si je suis en fermeture totale, je peux pas parce que… Effectivement, normalement, le contrat est suspendu. Après, à mon avis, là, c'est plus un avis que une lecture des textes. Je pense qu'à partir du moment où il est élu et qu'il a des fonctions, le contrat, il est juste suspendu, mais il n'est pas rompu. Donc peut-être que ces fonctions d'élu, et ça c'est sûr même quasiment, elles-ci sont maintenues. Alors, je crois d'ailleurs que sur l'activité partielle, on peut mettre un salarié protégé en activité partielle, qu'il soit d'accord ou pas. Enfin, il y avait autrefois Ça, c'est quelque chose qu'on nouveau. ne pouvait pas faire. Une précision, Anne-Sophie, là-dessus. Effectivement, avant, on ne pouvait pas mettre un salarié élu ou membre du CSE, représentant du personnel, en activité partielle sans lui demander son avis. Il fallait recueillir son accord. Les dernières ordonnances, notamment celle du 27 mars, prévoient qu'on peut le faire. Alors, dernière question, Anne-Sophie, puis après on va passer sur les aspects financiers. Dernière question sur l'intéressement et la participation. Il y a une ordonnance aussi, me semble-t-il, sur cette question-là, qui précise les règles de versement de la participation et de l'intéressement au titre de l'année 2019. Qu'est-ce que dit cette ordonnance? Alors, cette ordonnance, elle dit qu'effectivement, les droits restent acquis, mais qu'en revanche, on peut décaler leur date de versement et prévoir une date qui peut aller jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, je peux garder ces sommes, en tout cas ne pas les verser tout de suite, le temps de les reconstituer. Tiens, ça fait peut-être une très bonne transition. Mélanie, sur cette question des sommes de l'intéressement et de la participation, donc je dois, j'imagine, les provisionner, mais je peux donc les différer leur versement pour reconstituer les sommes en question? Absolument. Ça a été normalement, pour une clôture au 31 décembre, c'était un versement pour le 1er juin maximum. Et donc là, ça a été repoussé au 31 décembre 2020, ce qui n'empêche pas que ces sommes doivent être provisionnées, selon moi, au bilan 2019, mais versées, c'est un décalage de trésorerie. Mais ces sommes sont dues, on est bien d'accord qu'on peut pas dire à la fin de l'année, ouais. désolé, j'ai plus l'argent, je ne vais pas pouvoir te verser ton intéressement ou ta participation. J'ai vu nulle part que ça avait sauté. Ok. Merci Anne-Sophie pour toutes ces explications RH. Alors, s'il y a des questions qui reviennent sur le sujet, peut-être qu'on pourra les prendre si on a un petit peu de temps. Mélanie Berger, on va parler des aspects financiers et d'abord d'un prêt qui intéresse beaucoup les dirigeants, qui est le prêt garanti par BPI France. Oui. Est-ce qu'on a des précisions sur ce prêt, sur son montant, sur son mécanisme pour bénéficier donc de ce prêt et quand on a une trésorerie qui est un peu à sec? Alors, on en a plein, effectivement, ça y est, c'est devenu concret. Hein. Il y a encore quelques temps, sur le premier Facebook Live, on avait quelques informations, mais ce n'était pas encore sorti. Donc là, effectivement, on a une idée précise du montant qu'on peut demander. Donc, on peut demander jusqu'à 25% du chiffre d'affaires annuel N-1.
Donc, pour une entreprise qui fait 1 million d'euros, qui a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, elle peut demander un prêt jusqu'à 250 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. Et en fait, cet emprunt, classiquement, il faut aller le demander à sa banque, aux banques privées. Hein, donc, on va voir son conseiller bancaire et on va lui solliciter ce prêt. Alors, il va falloir évidemment apporter un certain nombre de documents parce que ces PGE ne sont pas un droit d'office. C'est un droit, effectivement, mais qui doit être défendu et qui n'est pas forcément accepté par le banquier. Donc, je ne peux pas aller voir mon banquier en lui disant tu dois me donner ce prêt. Donc, c'est une possibilité, mais qui doit quand même être négociée, sachant quand même qu'il y a un cautionnement qui est très important de BPI France, donc que le banquier prend franchement un risque très faible en accordant le prêt. Alors absolument, pour la petite anecdote, quand j'ai dit ça à mon banquier, j'ai dit non mais ça va parce que finalement vous prenez pas tellement de risques, puisque je vous rappelle qu'on est à 90% de garantie. Il m'a dit oui, mais en même temps on fait pas des prêts pour les garanties, ce qui est pas faux, parce qu'on n'imagine pas, quand un banquier fait un prêt, il n'imagine pas que la garantie soit mise en œuvre, et ça semble logique. Donc je comprends, et donc toute la difficulté va être aujourd'hui de dire une entreprise qui aujourd'hui sollicite dans le cadre de la crise sanitaire un PGE, est-ce qu'en temps normal, il aurait pu l'obtenir ou le demander? Probablement. Enfin, alors, oui, pour plein d'entreprises, mais il y a aussi des entreprises qui sont d'ores et déjà en difficulté avant même la crise du Covid-19, c'est-à-dire qu'ils sont en crise du Covid depuis 1 an parfois ou 2 ans. Donc, anecdote mise à part, mais c'est vrai que du coup, le banquier va aussi regarder cet aspect-là. C'est-à-dire que si l'entreprise n'est pas en capacité, au moment où ça va être demandé de rembourser cet emprunt, il y a quand même peu de chances que la banque lui accorde ce PGE. Quel est l'échéancier de ce prêt? À partir de quand je vais le rembourser? Est-ce qu'on a une idée du taux d'intérêt qui va être appliqué à l'emprunteur, ou est-ce que c'est encore un peu flou en la matière? Alors, ce n'est pas du tout flou, c'est très très clair. Le PGE, cet emprunt, pendant 1 an, il est bloqué, il est gelé. Donc, les intérêts, il n'y a pas de remboursement d'échéance. Les intérêts d'emprunt ne courent pas. Il n'y a qu'une garantie BPI de 0,25% des sommes empruntées, c'est-à-dire vraiment rien du tout, uniquement ces frais de dossier-là. Et au bout d'1 an, donc quelques mois avant la première échéance, le banquier va solliciter le chef d'entreprise qui a obtenu cet emprunt pour savoir si il souhaite rembourser immédiatement à l'échéance de la première année, ou s'il souhaite rembourser sur 5 ans, donc jusque 5 ans maximum. Et après, dans ce laps de temps-là, tout est modulable, c'est-à-dire il peut dire moi je vais rembourser un bout maintenant, et puis l'autre bout, je vais l'étaler, ou alors je rembourse sur 1 an, je rembourse sur 2 ans, etc. Au niveau du taux d'intérêt, alors là-dessus, ce que j'ai lu, moi, c'est que ça va être le taux d'intérêt en vigueur dans 12 mois, enfin 12 mois, donc au moment où les échéances deviennent exigibles. Donc, bon, je ne sais pas si Pierre, toi, tu as eu d'autres informations par rapport à ce taux d'intérêt, mais je pense que c'est quand même encore un élément à creuser. Donc, ça veut dire qu'on ne saurait pas à l'avance quel est le taux d'intérêt qui sera appliqué au prêt garanti par l'État, Pierre? C'était pas encore clair. Moi, j'ai lu du 0,25% récemment. Ça fait partie des questions que je vais remonter effectivement jeudi pour avoir des précisions. Après, il faut savoir quand même que ce sera un taux extrêmement bas. C'est-à-dire qu'il faut aussi garder, quand on a besoin finalement de trésorerie, parce que c'est le cas, en fait, on va faire appel à ce prêt-là pour des problèmes de trésorerie. Ça reste à quand même un taux très, très marginal, et je pense qu'il le restera. Donc, c'est ce qu'il faut surtout retenir pour les internautes, c'est que le taux sera bas. Après, le montant, je pense qu'il est encore un peu flou. Moi, je l'ai lu à 0,25%. Par contre, j'avais une question pour Mélanie. C'était plus dans le cadre de la startup, parce que j'ai vu aussi pas mal, moi, de startups se poser la question. Quand j'ai pas de chiffre d'affaires sur l'année N-1,
Quel est finalement ce montant que je vais pouvoir demander, sachant qu'aujourd'hui, le montant, c'est 25% du chiffre d'affaires. Bien sûr. Oui, alors Donc, effectivement, ils se sont positionnés par rapport à ça. Donc, tout ce qui est entreprise innovante ou entreprise nouvellement créée, ce sera jusqu'à 2 fois la masse salariale annuelle hors cotisation patronale, donc charge sociale patronale. Hein. Donc ça, ça a été clairement déterminé aussi. Alors, on a une question et une remarque plutôt. Donc, Bastien Briol qui nous dit, donc ça veut dire en gros qu'on contracte un prêt sans savoir le taux d'intérêt. Ben, je crois que oui, c'est ce qu'on vient de se dire. Sauf que Pierre vient de nous dire que le taux d'intérêt, il ne fallait pas trop s'en inquiéter parce que, a priori, il devrait quand même être très bas et que donc on n'allait pas se retrouver avec un taux d'intérêt de 10% l'année prochaine, ce qui évidemment posera un problème. Donc oui, probablement un petit doute pour le moment, mais un taux d'intérêt dont on peut penser qu'il sera faible. Oui, Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, non, mais de toute façon, quand on va quand même voir sa banque, elle va nous donner le taux. Comme c'est un contrat avec une banque privée, il y a quand même un taux qui sera fixé par le prêt bancaire. Le PGE, de toute façon, sera encadré avec un taux. Là, ce qu'on ne peut pas vous donner comme information, c'est quel est le taux directeur qui va être donné. Moi, j'ai cru comprendre que c'était 0,25 à confirmer parce que c'est les informations que j'ai eues jusque-là. Mais je pense que, comme le dit Mélanie, il va falloir qu'on. De toute façon, vous allez voir votre conseiller et puis il va vous indiquer le taux du PGE qu'il peut vous fournir. Hein. Ok, cette précision était importante. Alors, une autre question de Charlie Lilo Voulot qui demande les 90% donc de cautionnement. Est-ce qu'il porte sur le nominal ou également sur le nominal plus les intérêts? Mélanie. Alors, très bonne question, je n'ai pas la réponse. Honnêtement, j'en sais rien. J'aurais plutôt tendance à dire que ça porte sur le nominal. Mais en effet, là-dessus, je ne serais pas affirmative. Ok. Je voulais également préciser une chose donc pour être vraiment dans le concret, l'opérationnel. Donc, il va falloir aller faire cette demande auprès de son conseiller bancaire. Il faut déterminer son besoin. Sur la détermination du besoin, combien je vais avoir besoin, parce qu'évidemment, c'est limité à 25%, mais entre 0 et 25%, où est-ce qu'on se positionne? Je crois qu'il est important de demander plus que ce dont on a réellement besoin. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la première année, vous avez la possibilité finalement, le surplus que vous aurez demandé, de le rembourser immédiatement. Donc, tant qu'à faire, moi j'aurais tendance à dire, voilà, il vaut mieux prévoir plus et puis quitte à rembourser par anticipation. Et il va vous demander également probablement un prévisionnel. Et donc, même si le prévisionnel qui vous est demandé ne concerne que 12 mois, ça je l'ai vu, j'ai déjà vu donc, des mises en place. Donc, sur les 12 mois qui viennent, c'est extrêmement difficile de savoir si on va être en capacité de rembourser l'emprunt. Donc, il va falloir vous coller à un prévisionnel sur les 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, pour savoir dans quelle durée approximative. Alors bien qu'on sait aussi qu'un prévisionnel, ça reste du prévisionnel, c'est-à-dire que ça dépend de beaucoup de choses. Mais malgré tout, moi j'invite les clients à se positionner sur sur les années futures, pour savoir si oui ou non ils seront en capacité de rembourser. Donc, n'hésitez pas à avoir un matelas et à prendre plutôt un peu plus, à prendre plutôt ceinture et bretelles quitte à rembourser Oui, plutôt oui. qu'à se retrouver en cours de trésorerie parce qu'on n'a pas demandé assez. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'avais plutôt une question pour Mélanie. En fait, quand on est dirigeant, bon là, ça fait 15 jours qu'on est dans la crise. Finalement, on est encore dans le brouillard. On ne sait pas trop où on va être dans notre prévisionnel, justement. Quel est ton conseil par rapport à ça? Attendre un petit peu, c'est-à-dire que ça s'éclaircisse un peu, qu'on fasse une demande tout de suite avec finalement ce que tu dis, je me prends un matelas et puis je demande une somme suffisamment confortable pour que je puisse passer la crise. Ou voilà, et jusqu'à quand finalement ce PGE ou cette offre PGE, si on peut appeler ça une offre, va être disponible sur le marché? Alors, jusqu'au 31 décembre 2020, on peut faire une demande de PGE, sachant qu'il est possible de faire une première demande et de compléter par une deuxième demande si on se rend compte qu'effectivement, ça coince un peu. Alors après, moi, il y a une question que je me pose à moi-même et pour laquelle je n'ai pas forcément la réponse, c'est qu'il est indiqué que 300 milliards d'euros ont été débloqués pour ces PGE
Et donc, les PGE vont être accordés dans la limite de ces 300 milliards d'euros. Alors, 300 milliards, c'est colossal. Sauf que si j'arrive le 26 décembre, est-ce qu'il restera quelque chose? C'est la question que je me pose. Donc, de toute façon, moi, j'aurais tendance à dire, si la trésorerie de la société permet de voir encore venir sur un mois, c'est pas la peine de se précipiter. Il faut regarder les choses, voilà, poser les choses tranquillement, prendre son temps, évaluer ses besoins. Et puis après, faire les demandes. Enfin, il n'y a pas d'urgence à faire ça là immédiatement. Par contre, il y a aussi les entreprises qui, elles, sont de toute façon coincées et vont devoir faire les choses très rapidement. On n'est pas obligé de faire comme pour les pâtes et pour le PQ, on n'est pas obligé de tous Non, se précipiter le premier jour pour consommer les 300 milliards et rien laisser aux petits c'est ça, copains à c'est partir ça. du mois prochain. C'est exactement. Ok, merci Mélanie pour toutes ces précisions. On va parler des demandes de délai de paiement et de remise d'impôts. On en avait déjà un peu parlé il y a 10 jours, on va repréciser. Quels sont les impôts qui sont concernés? Qu'est-ce que je peux demander? Quelle démarche je dois faire pour bénéficier de ces délais de paiement ou de ces remises d'impôts? Alors, donc, c'est un petit peu plus clair encore que la dernière fois. C'est que maintenant, on a un document qu'on peut compléter, qu'on trouve sur le site impôts.gouv.fr. C'est un document qui permet alors de demander, il y a 3 volets à ce document, mais enfin, ça fait que 2 pages, hein, c'est très simple à remplir. Vous demandez à votre expert comptable, il sera tout à fait en capacité de le faire. Donc, premier pan, le report de paiement des impôts directs, on y reviendra. Deuxième pan, la demande de remise d'impôts directs, donc le dégrèvement, c'est-à-dire l'impôt existe mais on l'annule. Et troisième pan, c'est quand on a des factures en attente de paiement de la part du Trésor public. Donc, quand on est un fournisseur de l'État. Et donc là, il y a une possibilité également de se faire payer un peu plus vite. Quand on sait que les délais de paiement sont parfois un peu longs, ce n'est pas inintéressant d'aller regarder ce pan-là. Alors, pour revenir sur les impôts directs, c'est quoi? C'est tout ce qui est impôt sur les sociétés, CFE, donc cotisation foncière des entreprises, CVAE, donc tous les impôts que l'entreprise doit, elle, directement. Donc, ceux-là sont concernés par la demande de décalage, voire de dégrèvement. Évidemment, vous n'obtiendrez pas de dégrèvement si votre entreprise ne subit que très peu la crise. C'est uniquement pour les entreprises qui sont en grande difficulté. Ce qui ne peut pas être concerné par ça, ni par le décalage, ni évidemment par le dégrèvement, c'est tout ce qui est TVA, par exemple, ou passe le prélèvement à la source. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un impôt indirect, c'est-à-dire que l'entreprise le collecte pour l'État, donc n'en est jamais propriétaire. C'est un impôt qui ne fait que passe-plat. Et donc là, il est absolument hors de question, et là-dessus, les textes ont été extrêmement clairs à ce sujet. On ne décale pas sa TVA. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas payer ma TVA parce que je l'ai collectée, mais qu'en caisse, je n'ai pas de quoi rembourser la TVA que je dois à l'État? Alors, qu'est-ce qui se passe si on est dans le cadre d'une fermeture administrative? J'aurais tendance à dire que cette TVA collectée que l'on doit va venir être absorbée le mois suivant. Donc, je pense qu'on peut encore, sur ces aspects-là, on peut encore jouer un petit peu, entre guillemets. Maintenant, si la TVA est due, quand on encaisse 12 000 €, il y a 2 000 € de TVA, on n'est pas censé y avoir touché, donc on doit les reverser. Ok, question de Bertrand Dalle. Le crédit impôt recherche peut-il être débloqué plus rapidement? Tout à fait. Tout à fait. Donc, tout ce qui est crédit d'impôt restituable, donc crédit d'impôt recherche par exemple, le CICE pour ceux à qui il reste un bout de CICE à recevoir, peuvent être immédiatement demandés sans qu'il y ait de nécessité à avoir déposé sa liasse fiscale. Alors, malgré tout, il faut avoir imputé dessus l'impôt dû. Donc, je vois pas tellement comment on peut ne pas déposer sa liasse et avoir une idée de son impôt sur les sociétés. Bon, mais enfin, en tout cas, il y a la possibilité d'en faire la demande immédiatement et que ça arrive très vite. Donc, bien évidemment, il faut se jeter sur cette possibilité qui est donnée. Autre sujet, Mélanie, la prime pour les PME en difficulté. Est-ce qu'on a des précisions sur cette fameuse prime de 1 500 € dont pourraient Voilà. bénéficier notamment les indépendants, les très petites entreprises? Le montant n'est pas très élevé, mais qui peut en bénéficier? Comment ça marche?
Donc, c'est ce qu'on appelle le fonds de solidarité. Alors, sur ce point-là, il faut être aussi très clair. Fonds de solidarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui ont une belle trésorerie, qui ont une situation qui n'est pas du tout critique, il est bien évident que ce sera de toute façon refusé. Donc, d'après moi, ou du moins, il y aura des contrôles a posteriori. Il ne faut vraiment pas perdre de vue cette notion de solidarité. Alors, qui est concerné? Donc, les entreprises qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, un résultat imposable inférieur à 60 000 euros, et il faut qu'ils puissent démontrer qu'ils sont en grande difficulté, c'est-à-dire fermeture administrative, donc café, restaurant, etc., ou alors qu'ils ont subi une perte de plus de 70% de leur chiffre d'affaires comparé à mars 2019, ou alors comparé au début de l'année 2020, si on est en création d'activité. Est-ce qu'on est sur 1 500 € une fois pour toutes? Est-ce que c'est 1 500 € en mars et puis en avril, on recommencera en regardant avril 2020 par rapport à avril 2019? Parce que 1 500 € pour une boîte qui fait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, franchement, on ne va pas très loin avec 1 500 €. On est d'accord. Alors, c'est une fois pour le moment. Mais on a bien vu que depuis le début de cette crise sanitaire, on a quand même des nouvelles annonces qui sont faites, donc il n'est pas impossible que ce soit renouvelé. Malgré tout, aujourd'hui, donc c'est 1 500 € en une fois, qui peut être demandé à partir du 1er avril, donc demain, et ce n'est pas un poisson d'avril, enfin j'espère, sur le site de la Direction générale des finances publiques, hein, donc impôts.gouv. C'est une demande en ligne, et puis cette premier versement de 1 500 € peut être complété par un deuxième versement de 2 000 €, mais qui, lui, sera versé par les régions et pour lequel les demandes pourront être faites à partir du 15 avril. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière parce qu'on a une question d'une SARL qui dit, je crois, Mélanie, tu as un petit peu répondu, mais on va être clair. Qu'en est-il pour les entreprises dites fragiles avant le 16 mars? La banque me refuse les aides de l'État sur ce critère. Donc là, on revient, j'imagine, sur le prêt garanti. C'est un peu ce que tu disais. Si mon entreprise était en difficulté avant le 16 mars, c'est donc une raison pour ma banque de dire oui, ok, tu as des difficultés, mais elles n'ont rien à voir avec le Covid-19, donc je n'ai pas vocation à te faire ce prêt garanti par l'État. Alors, c'est extrêmement compliqué. Là, on rentre dans une négociation d'emprunt bancaire. Typiquement, c'est pas, il va falloir aller négocier avec son banquier. Alors, j'avais entendu dire que, effectivement, pour certaines cotations Banque de France inférieures à, je sais plus quoi, 4 ou 5, le prêt ne pourrait pas passer. Là-dessus, moi, j'ai pas eu de confirmation, mais il est évident que les banquiers vont être quand même regardants là-dessus. Donc, en gros, si dans le cadre d'un prévisionnel réaliste sur les années qui suivent la première année, on n'est pas en mesure de démontrer qu'on est en capacité de rembourser cet emprunt, c'est-à-dire que l'excédent brut d'exploitation n'est pas suffisant pour refinancer cet emprunt, clairement, la banque ne suivra pas. Mais j'ai envie de dire, tant mieux, d'une certaine façon. Parce que c'est que se mettre sous perfusion, inutile. Il y a des choses à revoir dans le business model aussi. Ok, autre question assez technique de Géraldine Guénassia qui demande: les sociétés civiles immobilières à l'impôt sur les sociétés peuvent-elles bénéficier du PGE? Alors, je vais le dire tel que c'est écrit, les SCI à l'IS peuvent bénéficier du PGE. C'est un peu technique comme question. Alors, les sociétés civiles immobilières, donc effectivement, qui sont soumises à l'IS, ne bénéficient pas du PGE. Donc, elles en sont exclues. Et je ne crois pas que… Alors, moi, ce que j'ai lu, c'est les SCI, donc les sociétés civiles immobilières, ne peuvent pas en bénéficier. Donc, qu'elles soient à l'IS ou à l'IR, ça ne change strictement rien selon moi. Elles ne peuvent pas en bénéficier. Alors, on va finir, parce qu'il est quasiment 9h30, on va finir avec une dernière question. Ça va aller probablement un peu vite. On en a beaucoup parlé, on communique beaucoup là-dessus, mais ce n'est pas très précis. Le report de paiement des échéances de loyer, d'électricité, de gaz et d'eau. Qu'est-ce que disent les ordonnances? Qu'est-ce que disent les textes? De quoi je peux bénéficier? Et qu'est-ce qui est plutôt de l'affichage, de la com gouvernementale plutôt qu'une vraie disposition? Alors, les ordonnances, elles sont effectivement très claires sur la partie
gaz, électricité et eau. Donc, il faut aller regarder l'ordonnance parce que je ne suis même pas sûre que ça concerne malgré tout toutes les sociétés qui produisent enfin, ces besoins-là. En revanche, sur les loyers, alors, les loyers, c'est un gros sujet. Il n'y a pas d'ordonnance, de toute façon, qui pourrait contraindre les bailleurs à dire ben non, c'est bon, enfin voilà, vous ne payez pas votre loyer. Donc là-dessus, il faut être extrêmement prudent. On rentre dans le cadre d'un contrat privé. Il n'y a pas de, ça se négocie avec son bailleur. Et alors, il y a eu malgré tout des communiqués de presse de la part des associations et fédérations représentatives des bailleurs qui ont effectivement expliqué qu'ils soutenaient la démarche, enfin tout ce qui avait été mis en place par le gouvernement, et donc qu'ils acceptaient de suspendre ces loyers. Alors aujourd'hui, on est dans une vraie problématique d'analyse juridique de ce que cela dit, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une suspension du loyer ou une suspension du bail. Donc là, les avocats se sont jetés sur le sujet parce qu'il y a un vrai sujet et qu'aujourd'hui, ça peut aussi mettre en très, très grande difficulté des bailleurs. Un bailleur n'est pas forcément un riche propriétaire terrien. Alors, Pierre Minaudier, on va finir là-dessus, sur cette question de ces loyers, de ces suspensions du bail. Est-ce que c'est un sujet qui remonte? Est-ce que vous en parlez avec les pouvoirs publics ou est-ce qu'on est franchement là dans l'effet d'annonce parce que de toute façon, on ne peut pas contraindre un bailleur à renoncer au paiement du loyer pour faire plaisir à une entreprise en difficulté? Non, honnêtement, j'ai assez peu de remontées, on en parle assez peu. Après, il y a eu effectivement, c'est plus des communiqués de presse. J'ai vu aussi des affaires à scandale, notamment en Allemagne, où, par exemple, une certaine entreprise de marque de sport a refusé de payer ses loyers. Mais parce que voilà, des problèmes, je pense, de trésorerie. Et donc, ce sont des choses qui vont peut-être se multiplier. Mais aujourd'hui, comme le dit Mélanie, ça reste des contrats privés, donc il faut être très précautionneux dans la discussion. C'est à travers le dialogue, et là, j'en reviens plutôt à mon appel sur le médiateur des entreprises. Les bailleurs sont aussi des entreprises, et donc c'est des questions finalement de paiement entre un client et un fournisseur. Et si il n'y a pas la possibilité de payer le loyer, il faut plutôt rentrer en médiation et dans le dialogue et essayer de trouver un arrangement avec soit des reports d'échéance, soit un dégrèvement, soit des choses comme ça. Mais c'est que par le dialogue, à mon sens, on pourra sortir de ces discussions-là aujourd'hui. Alors, merci Pierre, merci Mélanie, merci Anne-Sophie. Il est 9h32, on avait dit qu'on arrêterait à 9h, 9h30, pardon, on a dépassé 2 minutes, ce qui me paraît assez raisonnable. Donc, je voudrais vous remercier, vous tous qui étiez devant votre poste, devant votre ordinateur, pour votre attention, 2 pour vos questions. Je vous rappelle qu'il y a un replay de ces débats qui seront sur la page Facebook du CJD. Donc, n'hésitez pas à le faire circuler auprès de vos proches et de ceux que ça pourrait intéresser. On se retrouvera jeudi à 8h30 pour un nouveau sujet. On va parler de la façon dont on dirige en temps de crise. On va vraiment s'intéresser à vous, dirigeants, qui en temps de crise, vous posez plein de questions sur à la fois votre posture, sur votre morale, qui n'est pas forcément au beau fixe en permanence. Donc, on va essayer de vous donner des conseils et des bonnes pratiques pour passer le mieux possible cette période de crise. Donc, merci encore à nos 3 invités. Merci à vous. Et puis, donc on se retrouve jeudi dans 2 jours à 8h30. Et d'ici là, portez tous vous bien et faites attention à vous. Merci.